Bon, Elodie. Ah, bonjour Jean-François. bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour Jean-François. Très bien, très bien. Parfait, ben, écoutez, bonjour à tous. Euh, Excusez-moi de ne pas être avec vous ce matin. Vous savez que je serais volontiers venu à Clermont, qui est l'Auvergne est mon deuxième pays, si je peux dire, voire même le premier. Mais j'ai un comité plénier avec des choses importantes pour le lancement des États généraux au même moment, et donc c'est la raison pour laquelle je suis en visio. Peut-être trois points. Sur les mots qui viennent d'être prononcés d'ailleurs autour de l'autonomie et solidarité, vous savez que ce sont deux mots qui sont une petite musique du Comité consultatif national d'éthique depuis maintenant plusieurs années, à l'occasion de l'avis sur la fin de vie, puis des avis qui ont suivi. Cette balance à trouver entre autonomie perçue, on peut définir l'autonomie de plusieurs façons et la comprendre de plusieurs façons. Mais disons qu'on la comprend là en termes de liberté, de vision individuelle et de vision de liberté individuelle du citoyen et du patient. Et de l'autre côté, cette vision de solidarité qui n'exclut pas d'ailleurs cette liberté individuelle, mais qui la pousse à s'occuper non pas seulement de soi-même, mais aussi à avoir une vision vers les personnes les plus fragiles. Et les patients de psychiatrie sont, comme beaucoup de patients d'ailleurs, des personnes plus fragiles. Donc, je trouve que la bioéthique de 2025 ne se résume pas à cette balance entre autonomie et liberté individuelle et solidarité, mais néanmoins, ces deux grandes valeurs éthiques sont au cœur de notre débat et de nos vies de citoyens. Alors, nous avons en effet sorti un avis qui sera commenté dans le détail par Claude Delpech, et merci Claude de t'en occuper. Merci à vous tous hein, et à cet horaire de la région Rhône-Alpes et Auvergne d'avoir pris ce sujet. Avec qui s'occupe cet avis essentiellement quand même de l'organisation des soins en psychiatrie et de la vision de l'organisation de la psychiatrie française et de la crise majeure dans laquelle elle se situe. Après beaucoup de discussions au sein du CCNE, nous ne sommes pas allés jusqu'à aborder l'enjeu aussi majeur, mais qui aurait retardé, je dirais, la sortie de cet avis qui a déjà été assez long, autour de la santé mentale. Donc, il s'occupe beaucoup, cet avis, d'un constat d'échec de l'organisation des soins, en particulier en psychiatrie, en particulier en pédopsychiatrie. Donc, je ne vais pas plus loin parce que Claude vous le commentera. Juste pour vous dire que, à titre personnel, je vois dans deux grandes questions aussi, que j'aurais probablement discuté dans ces 2 jours, autour de la santé des adolescents. Et vous savez, des enjeux de santé mentale chez nos jeunes qui se sont révélés, je dirais, après le Covid, mais qui existaient. Le Covid n'a été qu'un élément révélateur. Et où il y a, je trouve, deux grandes questions, deux grandes questions qui sont sous-jacentes. La première, c'est l'influence des réseaux sociaux sur cette nouvelle génération et les conséquences qu'il peut y avoir sur leur santé mentale. Et je suis de ceux qui sont assez pessimistes, à vrai dire, là-dessus. Et j'essaie d'être ouvert et je vois bien tout l'intérêt de ces nouvelles technologies. De toute façon, elles sont là. Mais je vois aussi le fait que c'est quelque chose qui s'inscrit d'extrêmement nouveau, comme l'écriture, à un moment donné, avait été quelque chose de très fondateur dans nos civilisations et qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris conscience des conséquences qu'il peut y avoir sur la formation des cerveaux de nos enfants et de nos ados. Et je suis de ceux qui pensent que le rôle de la société est aussi d'avoir un effet à la fois de liberté, mais un effet de protection sur les personnes les plus fragiles et en particulier sur nos ados, et que la question vraiment se pose jusqu'où nous laissons faire, nous laissons et nous sommes capables d'ailleurs peut-être de réguler ou de ne pas réguler c'est l'utilisation de ces réseaux sociaux. Le second point qui est en borderline des aspects de psychiatrie, mais qui n'est quand même pas loin et qui est très d'actualité, vous le voyez, c'est tout le problème des usagers de drogue, que, au passage, le CCNE n'a pas abordé depuis très très longtemps, que l'on n'a pas abordé dans beaucoup d'endroits,
Je ne sais pas si on l'abordera lors des États généraux, mais qui revient avec une force incroyable, qui a toujours été là, mais avec une force très, très forte là, en ce moment, et sur lequel voilà, nos éléments de réponse et de réflexion ont été jusqu'à maintenant pour le moins mesurés, parce que c'est extrêmement difficile, même si on regarde ce qui s'est fait ailleurs. Alors juste pour terminer peut-être, vous indiquez qu'en effet j'étais à Reims en fin de semaine dernière avec l'ensemble des horaires et la CNRR pour finir de discuter avec tous l'organisation des États généraux de la bioéthique de 2026. Vous savez que ça nous est fixé dans la loi où le CCNE doit organiser tous les 5 ans, même s'il n'y a pas de loi de bioéthique à court terme, des États généraux de la bioéthique et le faire avec les espaces éthiques régionaux. Qu'on est dans des circonstances géopolitiques à la fois nationales et internationales un peu particulières, qu'on a des élections municipales au mois de mars, des élections sénatoriales partielles au mois d'octobre et des élections présidentielles l'an prochain en avril. Donc on s'est posé la question de est-ce qu'on fait rien? C'était une première solution après tout, ou on attend, ou au contraire est-ce qu'on se lance comme nous le demande la loi d'ailleurs dans les états généraux de la bioéthique? Et il nous a paru qu'il fallait s'y lancer, d'abord parce que la loi nous le demandait, et puis parce que après tout on ne sait pas ce qui va se passer avec les élections présidentielles de 2027, que des solutions extrêmes peut-être arriveront, même avec une vision démocratique, mais peut-être qu'elles peuvent arriver et que ça ne sera pas la priorité de s'engager dans les réflexions de bioéthique au plan national. Donc il nous a paru important finalement d'avoir ce temps démocratique de démocratie en santé avant les élections présidentielles, d'ailleurs pour pouvoir présenter aussi un certain nombre sinon de recommandations, mais en tout cas d'éclairages issus de la réflexion à la fois des États généraux et de la réflexion du CCNE à l'automne 2026. Donc on démarre en janvier, comme on avait fait en 2018 sur les 4 mois, avec 4 points. D'abord les débats et les différentes réunions que vous allez organiser au niveau des espaces éthiques régionaux, en ayant choisi chacun d'entre vous à l'intérieur des horaires des sujets, avec une méthodologie qui est maintenant assez connue, mais qui est assez libre aussi, hein, on le sait, qui permet de faire recueillir de l'opinion des territoires, y compris sur des sujets difficiles. On a les auditions au niveau du CCNE, environ 200 auditions de l'ensemble des structures, des sociétés savantes, des grands courants de pensée, des associations sur les grands sujets. On a quelques grands débats qui seront menés avec des institutions, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, Normal Sup, Pasteur, le CIRAD et l'IRD. Et puis, on a un jury citoyen qui va être fait avec le CESE qui sera donc autonome par rapport au CCNE et auquel sera posé 2 questions. Alors, les thématiques des États généraux sont les thématiques usuelles de la loi de bioéthique. Je rappelle que ces États généraux sont les États généraux de la bioéthique et non pas les États généraux de la santé. Et je sais bien que, et moi le premier, l'organisation du système de soins, les enjeux de l'accès aux soins, les difficultés qu'il peut y avoir sur la relation citoyen-système de soins sont des éléments qui vont ressortir, c'est sûr. Et inversement, ne tombons pas non plus dans uniquement quelque chose qui serait autour du soin ou de l'organisation des soins en tout cas, parce qu'on serait à côté de la question que nous devons mener autour des grandes questions de bioéthique. Alors sur les sujets, ce sont les grands sujets. Autour de la génomique, il y aura des questions sûrement sur la génomique en population générale, la génomique en préconceptionnel. C'est xénogreffe, greffe, le don, là aussi on voit bien les questions qui vont arriver. Sur la procréation, on reviendra sûrement à des sujets, les conséquences de ce qu'avait été l'ouverture de l'AMP. On aura des choses sûrement sur la GPA à nouveau, des choses sur la greffe d'utérus. Les neurosciences vont être sûrement quelque chose avec un plafond de verre qui va s'ouvrir là, avec à la fois les interfaces cerveau-machine, mais aussi les nouveaux traitements qui arrivent dans les maladies neurodégénératives. Où allons-nous? Et puis, on aura bien sûr les questions autour de l'embryon, surtout des cellules souches, des organoïdes,
des embryoïdes, des cérébroïdes, enfin on a toutes ces questions-là. Deux sujets qui avaient été abordés, qui avaient eu un succès modéré en 2018, auront beaucoup de succès à mes yeux cette fois-ci, c'est numérique et intelligence artificielle et santé, et puis santé-environnement. Et puis on a rajouté trois sujets qui sont le premier autour de la sobriété en médecine, à la suite d'un des derniers avis du CCNE et d'un avis qui se doit sortir de l'Académie nationale de médecine, avec sobriété dans le soin, et qui pose des questions autour des nouveaux enjeux et des nouveaux défis intergénérationnels, avec une France qui vieillit, une France qui ne se renouvelle pas, avec la baisse de la natalité, et un modèle qui a été construit dans les années 50 autour de la solidarité, qui, quelle que soit l'opinion politique qu'on peut avoir, ne tient plus, les chiffres sont là, ne tiennent plus, et comment on construit, entre guillemets, quelque chose de plus raisonnable. La deuxième question va être autour d'une question qui n'a pas été abordée dans les lois de bioéthique jusqu'à maintenant, qu'on avait commencé à aborder au CCNE, sur la prévention. Hein, je vous rappelle que la santé, dans la définition être OMS, d'être en bonne santé, le soin, la médecine ne représente que 20%. 80% dépendent des déterminants de la santé, qui sont à la fois des déterminants socioculturels, de l'alimentation, de l'environnement, de toute une série de domaines extra, je dirais, du soin. Et que notre modèle français, on consacre plus de 96% du budget des 330 milliards de financement de la santé aux soins, et qu'on consacre moins de 3%, les derniers chiffres sont là, aux enjeux de prévention. Alors ça, pour différentes raisons, mais qui sont des raisons à la fois qui touchent aux médecins, qui touchent aux politiques, parce que pour s'occuper de prévention, il faut avoir une vision à long terme, qui touchent aux citoyens, qui ne comprennent pas bien, où la prévention a un côté un peu punitif, mais et la prévention touche évidemment de façon très différente en fonction du milieu social. On a maintenant de nouveaux outils de prévention qui sont en train d'arriver. Et l'idée n'est pas de probablement qu'il y ait une modification de la loi de bioéthique sur la prévention, mais qu'on puisse faire réfléchir ensemble sur ce contraste hein, qu'il y a en termes de moyens, en termes de financement, en termes de vision, alors même que nous n'avons plus le choix. Il faut qu'on aille vers plus de prévention. Et la prévention n'est pas seulement pour les plus jeunes, elle est aussi pour les plus âgés. La vaccination chez les plus âgés est un enjeu majeur, vous le savez actuellement, et donc qu'on aborde ce sujet de prévention qui n'est pas facile. Puis enfin, on a un dernier sujet qui est l'outre-mer, pour toute une série de raisons que vous pouvez comprendre, avec des enjeux qui sont différents de ceux de l'Hexagone, qu'on a vu au moment du Covid, mais pas que, et où il y aura une réflexion sur l'outre-mer. Donc voilà, à tout ça, on doit aboutir un document qui est le bilan des États généraux qui devrait sortir, qui est aussi neutre que possible, hein, pour dire ce qu'on a entendu, ce que vous avez entendu, de ce que tous les moyens que je vous ai donnés auront entendu pour le mois de juin. Et puis il y aura un avis du CCNE, comme un avis qui s'appuiera à la fois sur le bilan des États généraux et sur la réflexion du CCNE et sur votre propre, et ce que vous nous aurez aussi glissé entre les deux, qui devrait sortir pour le mois de novembre, en sachant qu'il n'y aura, c'est une particularité de cette fois-ci, on sait que la loi de bioéthique va être décalée. Hein. Il n'y aura pas de nouvelle loi de bioéthique avant 2028, après les élections présidentielles. Donc on est dans un décalage dans le temps, cela dit qui a eu lieu la dernière fois, vous le savez aussi, pour des raisons autres, et que donc on doit bien dissocier le temps des États généraux et de la réflexion de démocratie en santé, du temps d'un avis du CCNE et du temps de la loi de bioéthique. En tout cas, je compte sur vous, bien sûr en Auvergne, j'essaierai de venir si on fait quelque chose, si vous montez quelque chose en Aurillac, bien sûr, j'essaierai de venir et à Clermont aussi, je ne vois pas pourquoi je ne parlerai que d'Aurillac. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente réunion aujourd'hui. Je ne doute pas que, comme l'a indiqué votre président, que vous ayez une très bonne réflexion sur ce sujet difficile autour des enjeux de la psychiatrie. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On peut peut-être donner la parole à la salle, puisque le professeur Delfrécy va nous quitter, à une question. Alors, qui veut donner la question? Et si vous posez une question, il faut bien allumer votre micro. À vous.
C'est toujours la première la plus difficile, mais comme il n'y en aura qu'une, il faut se lancer. En tout cas, c'est passionnant que ces états généraux parce que ça va nous mettre de nouveau en réflexion et sur des thématiques très variées. Donc, je pense qu'on va y retrouver chacun un petit peu d'aide pour réfléchir et avancer Oui, j'en profite pour vous positivement. dire, oui, j'en profite pour vous dire un point que j'ai pas abordé, c'est que bon, évidemment, pour porter les états généraux, j'ai vu l'ensemble des décideurs où je suis continu à les voir et je vois par exemple demain les présidents des ARS. J'ai vu il y a une dizaine de jours la présidence de la conférence des doyens, enfin la conférence des doyens, qui sont tous d'accord pour que vous montiez au niveau de chaque faculté de médecine, au sens d'ailleurs large, ou de faculté de santé, un débat avec les étudiants en médecine sur un des sujets qu'auront choisi les horaires de chaque territoire dans le courant du premier trimestre. Et donc et j'ai dit qu'évidemment ça passait par vous, hein. Moi, je suis là pour lancer les choses, mais c'est évidemment pas avec vous que ça doit se monter. On est à votre disposition, évidemment, pour le CCNE, pour vous venir, que les membres du CCNE qui sont des régions puissent être présents. Et donc, euh, rapprochez-vous. Alors, je sais que vous êtes assez proche, là, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais il y a des régions où les horaires sont moins proches de leurs doyens. Et rapprochez-vous d'eux parce que c'est une bonne opportunité à la fois de monter un débat avec la population la plus jeune et on va essayer d'aller vers plus de toucher les plus jeunes lors de ces états généraux et de vous rapprocher de vos doyens, et c'est aussi important sur la vision même des horaires en régional. Voilà. Merci. Je peux vous dire que vous avez déjà été bien écouté à la faculté de médecine de Saint-Étienne, puisque le doyen a pris contact avec moi et on Très va bien. organiser ça rapidement. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit les étudiants qui nous aident à organiser ça. Voilà. Ça soit Ah, très porté bien. par les étudiants pour que ça soit très dynamique, en fait. Merci. Super, super. Merci beaucoup au professeur Delfrécy pour voilà, votre intervention, votre présence. Et puis, on vous souhaite une belle suite de journée. Et puis, on va laisser la Merci. parole merci, à très bientôt. Au revoir. On va laisser la parole à Claude Delpuech, donc, qui a été membre du CCNE, qui est actuellement le président de notre conseil d'orientation au sein de l'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Et Claude, donc, tu vas nous dire un mot de l'avis du CCNE sur cette thématique de la psychiatrie. Tu as la parole. Merci, Claude. Un mot, je ne sais pas si c'est possible, parce que cet avis, contrairement aux autres avis du CCNE, c'est un avis qui est très complexe. Alors bon, aujourd'hui, je vais vraiment le survoler très très rapidement, puisqu'on avait, je crois, 30 minutes en tout, et qu'il faut qu'on arrive à rentrer à peu près dans notre planning pour gêner personne. C'est un avis qui est, comme d'habitude, fait avec trois niveaux. C'est l'habitude au niveau du CCNE. Donc, il y a d'abord un état des lieux, ensuite une étude des conséquences éthiques, et puis ensuite des recommandations, des préconisations. Tous les avis sont faits de la même façon. La seule difficulté, c'est que celui-là, il est vraiment très complexe parce qu'il touche effectivement toute une série de domaines. En particulier, il a démarré juste après la phase Covid, donc c'est un avis qui a mis un peu de temps à maturer quand même, ça a été relativement long, avec toute une série d'auditions, des analyses d'articles qui étaient très importantes. Quelques points, alors vous prenez pas trop de notes, hein, les diapos seront toutes sur le site après, donc vous retrouverez tout ça. Ça vous permet, en lisant les diapositives, d'avoir un résumé en gros de cet avis. La première chose qui a été remarquée, c'est que la psychiatrie, c'est effectivement une crise profonde, et en particulier à cause d'un manque chronique d'investissement un peu partout, des bâtiments qui sont un peu désuets, mais pas que des bâtiments, des services aussi, des personnels, des difficultés de recrutement et des établissements qu'il faudrait éventuellement, dont il faudra augmenter la taille ou faire des choses dans ce domaine-là. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que la psychiatrie, c'est une discipline qui est délaissée par les étudiants. Aujourd'hui, quand vous regardez le concours de l'internat, c'est le 39e choix sur 44. Donc ça veut dire que la psychiatrie, ça n'attire absolument pas les étudiants pour un tas de raisons qui sont liées à la perception probablement de cette discipline. Il y a aussi, et de façon très importante, un sentiment de perte de sens un peu chez les soignants. Et puis, il y a une stigmatisation un peu permanente de la psychiatrie, y compris de la part des autres médecins. Donc ça fait partie des constatations qui sont quand même assez difficiles à vivre. C'est pas que français, ça existe un peu partout, ça existe un peu partout en Europe avec des conséquences un peu différentes qui peuvent être modulées et qu'il faut regarder. Ça existe aussi parce qu'il y a une consommation élevée de psychotropes. Et Jean-François en a reparlé tout à l'heure, le problème des drogues, c'est un problème qui est quand même très important, qu'il faudrait essayer de regarder un peu un jour.
Cadre général un peu de cette analyse, c'est que c'est un Français à peu près sur 5, hein, donc ça touche effectivement beaucoup de monde. Des origines qui sont très multifactorielles, donc il y a tout ce qui est biologique, hein, donc ça va tourner autour de la génétique, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est social, avec des facteurs environnementaux qui sont absolument majeurs un peu dans ce genre de pathologie par la suite, hein. Des surmortalités importantes et des suicides qui sont aussi très importants. Et les services qui géraient ça, malheureusement, sont de plus en plus fermés. Donc les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Une organisation des soins qui est, pour la majorité, une organisation de soins qui est autour des soins publics, hein, c'est l'hospitalisation dans les hôpitaux publics, un coût qui est très important. Avec le CCNE s'intéresse aussi au coût des choses, 23 milliards par an, hein, juste pour les frais directs, hein. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Donc des choses qui sont très, très importantes à avoir en tête. Les délais d'accès aux soins, bah, vous les connaissez tous, hein, c'est long. Il y a des choses qui existent maintenant, en particulier il y a des plateformes qui existent, hein, pour les accès, qui permettent effectivement d'avoir des accès beaucoup plus rapides, avec une durée d'attente maximale qui est fixée à 6 mois pour l'instant, avec aussi une durée de traitement qui est aussi fixée à 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on vous met dehors, et puis si bah, vous êtes pas, si vos soins ne sont pas terminés, bah, tant pis pour vous, essayez de trouver quelqu'un ailleurs. Il y a un secteur libéral qui est d'un accès relativement plus facile au niveau des rendez-vous, mais beaucoup plus difficile au niveau des coûts pour une série de personnes. C'est pratiquement tout du secteur 2 avec des dépassements d'honoraires, avec donc comme conséquence, hein, des renoncements aux soins. Et puis probablement aussi le coût d'une consultation en psychiatrie, ça n'a rien à voir avec le coût d'un examen qui est fait sur une IRM. C'est pas un acte technique, c'est un acte qui nécessite un échange assez long avec les patients. Et ça, effectivement, c'est pas très bien valorisé. Il faut dire ce qui est, il y a quelque chose qui va pas de ce point de vue-là. Et ça induit aussi des fois des continuités de soins qui sont assez insuffisantes, en particulier dans les relations, non seulement entre psychiatres, mais tous les psychothérapeutes et puis les médecins généralistes, de façon à avoir quelque chose qui ressemble à un parcours de soins qui soit vraiment cohérent d'un bout à l'autre. Un déni politique et un retard politique et un déni, oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de rapports. Il y en a eu, je crois, dans l'avis du CCNE, dans cet avis, il doit y en avoir au moins 25 qui sont cités, donc des rapports qui sont conséquents avec des choses qui ont été dites, hein, il n'y a pas de nouveauté. Et puis, il faut les mettre en place maintenant. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas mis en place, hein. On peut espérer que cette cause 2025-2030 soit une cause qui fasse un peu bouger les choses. Et en particulier, l'HAS a pris vraiment le taureau par les cornes et va essayer de faire avancer les choses avec des recommandations qui vont être publiées tous les ans pour faire avancer un petit peu tout ça. Alors pourquoi on en arrive là? Il y a quand même des atouts, hein. C'est une discipline qui est riche, qui est interdisciplinaire. Il y a une histoire qui est une histoire importante de la psychiatrie, avec vraiment des grands événements importants. Il y a des révolutions un peu thérapeutiques qui existent, hein, partout, hein, comme dans d'autres domaines de la médecine. Il y a des choses nouvelles qui se font. C'est un modèle assez unique, hein. C'est avec la psychiatrie de secteur qui date des années 60, hein, donc c'est quelque chose de relativement ancien, mais qui garantit quand même un accès équitable à tous les soins en matière de psychiatrie, c'est quand même une caractéristique très particulière et qui est vraiment liée à la France, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, avec des valeurs qui sont vraiment fondées sur l'égalitarisme en matière d'accès à tous ces soins, et puis d'insertion de ces patients dans le tissu social, hein. C'est une discipline innovante. Alors, on ne va pas regarder tout ça. Là, je vais très vite, hein, parce qu'on a assez peu de temps. Mais c'est innovant dans le domaine de la génétique, c'est innovant dans le domaine de l'épigénétique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu dans ces secteurs. Je pense en particulier aux troubles du spectre autistique, pardon, où l'Institut Imagine à Paris fait des travaux qui sont très, très intéressants. L'imagerie cérébrale a permis de faire aussi un peu des avancées pour comprendre ces affaires de troubles. Et puis, il y a tout ce qui est immunologie, microbiote. Et donc, il y a vraiment des choses qui se font et des choses de très haut niveau avec des avancées qui sont très liées, par exemple, à des études épigénétiques au niveau du stress précoce, hein, des choses qui sont intéressantes au niveau d'expression génétique. Et puis, toute une série de progrès qui ont été faits un petit peu. Bah, vous voyez là sur cette image, là, c'est carrément des électrodes profondes pour traiter un certain nombre de pathologies. Bon, c'est pas quelque chose qui est très très répandu, mais c'est quelque chose qui se fait maintenant de façon très classique, hein, avec tous les systèmes qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui sont la neuromodulation, les substances psychédéliques, puisque ça revient un peu dans le domaine de la médecine. Maintenant, ça revient de façon très encadrée, y compris les technologies numériques, du virtuel,
qui sont des technologies qu'il faudra penser à utiliser. Alors, il y en a qui sont utilisées de façon courante, hein, comme tout ce qui sont les serious games qui permettent de traiter un certain nombre de patients, mais ça va aussi s'orienter un petit peu vers l'intelligence artificielle, et ça, c'est un domaine qui est assez complexe dans le domaine de la psychiatrie, mais qu'il faudrait regarder un petit peu de plus près. Il y a toutes les approches sociales, organisationnelles qui sont intéressantes aussi dans ce domaine. Donc, c'est tout ça, ça fait partie des atouts, avec des équipes mobiles, la paire aidance qui se développe de plus en plus. Et ça, c'est vraiment très intéressant, les conseils locaux de santé mentale autour de tout ça. Malheureusement, il y a toujours des défis et des perspectives, hein, des manques de moyens, des problèmes de coordination, des potentiels d'amélioration qui existent, en particulier d'adaptation beaucoup plus fine des traitements aux besoins individuels des patients. Alors, les conséquences éthiques, puisque le CCNE, c'est quand même quelque chose qui est un organisme qui se préoccupe un peu d'éthique, le problème de la déshumanisation des soins et l'inadéquation des moyens, avec tout ce qui est les délais d'attente, la priorisation des soins, la dégradation de la qualité, les ruptures de parcours qui existent de façon absolument récurrente, et puis une certaine déshumanisation, pardon, en particulier parce que les patients, la relation patient-soignant est un peu cassée parce que les soignants ont malheureusement un problème de temps, comme partout dans le domaine de la médecine, et ça, c'est gravissime, quoi. C'est vraiment très critique. Des atteintes qui sont des atteintes aux droits vraiment fondamentaux, donc l'égalité d'accès aux soins qui n'est pas du tout respectée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le secteur public et puis le secteur 2 qui bloquaient un peu une série de choses parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Les notions concernant la dignité humaine, qui sont des notions qui sont aussi mises un peu en cause, un petit peu à cause des histoires de vétusté des établissements, mais aussi simplement du manque de temps de tous ces personnels soignants qui sont obligés d'aller vite. Donc, et quand on va vite, on a un peu des difficultés à respecter tout ce qui est intimité, vie privée des patients et autre chose. Donc ça, c'est quand même très compliqué. Et la liberté des patients aussi, avec des restrictions fréquentes, hein, qui sont des restrictions en matière de circulation, en matière d'activité, simplement parce qu'on n'a pas le temps de les faire, voire des soins sans consentement, parce qu'on n'a pas non plus le temps de s'occuper trop des consentements, et que de temps en temps, la seule solution, c'est de prendre une décision un peu radicale et de prendre des décisions d'urgence. Et ça, c'est vraiment un peu grave aussi, c'est avec toutes les conséquences, isolement, contention et autre chose du même style. Donc, on a vu qu'il y a toute une série de risques avec une certaine perte de confiance des patients, mais aussi un mal-être des soignants. Et puis, la maltraitance institutionnelle, c'est pas intentionnel, hein, c'est quelque chose qui est lié à ces conditions de travail qui sont délicates et qui sont très difficiles. Avec effectivement quelque chose qui induit immédiatement, c'est toute la souffrance éthique des patients qui viennent pour faire quelque chose, qui viennent là vraiment pour soigner un certain nombre de patients et qui sont vraiment tiraillés entre leurs idéaux. Ils sont là pour un traitement idéal vis-à-vis de ces patients et puis ce qu'ils arrivent à faire. Et ça les tiraille absolument. Et généralement, c'est très, très difficile à vivre avec des choses qui sont très compliquées. Et puis, il y a toute une série de problèmes sur les patients qui sont déjà sur des patients 5 minutes, qui sont très vulnérables, en particulier les jeunes. On en a parlé là tout à l'heure, Jean-François dit quelques mots sur ce sujet, en particulier tous les jeunes qui ont eu des troubles du développement jeunes, hein, donc pendant toute leur scolarité, et puis les enfants qui sont placés à l'ASE, qu'on oublie de temps en temps, mais qui, eux, subissent quand même des choses qui sont vraiment très graves, avec des ruptures de parcours ou des manques de soins qui sont très adaptés. Donc ça, c'est la première partie de la vie, puis la deuxième partie de la vie, c'est des personnes âgées avec aussi des problématiques qui sont très spécifiques, avec des manques de personnel qui sont formés à ces pathologies psychiatriques pour les personnes âgées. Il ne faut pas oublier non plus toutes les personnes qui sont en situation de précarité, les personnes qui sont sans abri, pour lesquelles il y a à chaque fois des problématiques spécifiques et qu'il faut traiter d'une façon ou d'une autre. Par exemple, l'accès aux soins qui est quasiment impossible, des histoires de sectorisation qui ne sont pas du tout adaptées, il n'y a pas de structures qui sont vraiment faites pour eux. Et puis les personnes migrantes, on va de plus en plus vers des publics qui sont des publics très compliqués, avec par exemple, là, dans ce cas-là, des professionnels qui soient formés à l'éthopsychiatrie, qui est quelque chose aussi très particulier, qui n'est pas du tout habitué et qui n'est pas enseigné en France, hein. Donc, il faut arriver à se former un peu et voir un petit peu comment on peut faire. Et ces gens-là ont malheureusement des priorités qui sont simplement la survie, hein, le logement, la nourriture et des choses comme ça. Et là, on peut aller encore plus loin à chaque fois. On va dans des situations qui sont plus complexes, hein. Des problèmes d'accès aux soins quasi impossibles pour les personnes sans-abri, hein, qui sont vraiment dans des situations terribles. Les personnes migrantes pour lesquelles il y a des choses qui sont
liées à leur parcours de vie pendant la phase migratoire, qui sont des choses que nous, on a du mal à comprendre, mais qui sont des choses gravissimes. Et puis les personnes incarcérées pour lesquelles on a aussi beaucoup de difficultés pour essayer d'aider aussi ces personnes parce qu'il y a beaucoup de monde et puis il n'y a pas assez de professionnels qui sont formés. Donc on est toujours dans un cercle vicieux un petit peu de la psychiatrie avec des idées reçues, des conséquences régulières de toute une série de choses. Par exemple, que les patients schizophrènes sont des patients dangereux, ce qui n'est pas le cas. Ils sont dangereux, mais ils sont dangereux pour eux, pas tellement pour la société, ils sont vraiment dangereux pour eux. Et puis, des conséquences de tout ça sur les patients qui sont des conséquences sur des affaires de dépression, de honte, d'anxiété, de baisse de l'estime de soi, d'exclusion de la société, y compris de la société de travail dans laquelle nous sommes. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui impacte tout, y compris le système de soins. On va s'arrêter là, parce que les préconisations, vous allez les retrouver dans la fin des diapositives, vous pourrez les regarder. Elles sont aussi reprises dans les documents de l'HAS, si vous avez eu le temps de regarder. Jetez un coup d'œil parce qu'il y a toute une série de choses qui ont été évoquées là, qu'on va retrouver dans les documents de l'HAS. Et ça, c'est le plan, et j'espère que tout ce qui est écrit dans ce plan va être mis en œuvre. Bon, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Donc, essayons d'entreprendre et de faire que ça se passe au mieux. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à regarder un peu le document après, parce que là, c'est vraiment très, très rapide. Merci beaucoup, Claude, pour ce rapport qui est un petit peu difficile à écouter parce que c'est tellement triste et on s'aperçoit que la psychiatrie, c'est toujours quelque chose qui est très stigmatisé et qui persiste encore. Et même nous, en tant qu'hôpital, quand on va en psychiatrie, c'est toujours difficile. Et peut-être une des solutions, ça serait aussi qu'on travaille plus entre médecins somaticiens ou équipes somaticiennes et équipes psychiatriques ensemble parce qu'on est complémentaires et je crois qu'on ne peut pas couper le patient en deux. Il faut vraiment qu'on puisse faire des passerelle entre les deux. En tout cas, je pense que c'est déjà une solution et qu'on essaye, nous, de développer dans notre service de soins palliatifs où les psychiatres viennent chez nous et nous, on va aussi en psychiatrie pour mettre en place des traitements. Voilà, je crois que déjà, il faut qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'il y en a beaucoup. Oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Marie Cadorette, je suis docteur junior au CHU de Clermont-Ferrand en psychiatrie. J'étais intriguée par la notion du coût global de la psychiatrie dans le budget de la sécurité sociale. Je n'avais pas du tout cette notion-là. Et je me demande du coup comment ça a évolué sur les dernières années, étant donné qu'on voit que c'est un secteur qui est délaissé. Est-ce que du coup la proportion du coût pour la sécurité sociale a diminué? Et qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher? C'est quelle partie des soins qui représente la plus grosse part du budget? Je pense qu'il y a une partie des soins qui coûtent cher, mais c'est surtout les coûts indirects qui sont très chers, en particulier les coûts d'isolement social, les coûts d'aide qui sont autour de tout ça, le fait que la plupart de ces patients ne travaillent pas, donc ils sont dans des situations complexes, ils n'ont pas de logement, donc il faut les financer d'une autre façon. Et c'est quand on prend tous ces coûts ensemble et qu'on arrive à ces 163 millions, si mes souvenirs sont bons, les coûts directs étant relativement élevés, mais c'est lié aussi au fait que il y a des coûts de consultation qui sont importants, que c'est des maladies qui sont très très longues en fait. On n'a pas de soins rapides, hein, donc c'est chronique, quoi. C'est comme toutes les maladies chroniques avec des consultations qui doivent être excessivement suivies, régulières, et c'est ça qui fait que c'est un coût important. Alors les évolutions au cours des dernières années, ça de tête, je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas ça. Pour compléter la réponse, on peut aussi peut-être dire qu'il y a à la fois le coût individuel que tu viens de décrire au long cours sur une pathologie chronique qui nécessite un grand nombre d'intervenants multiples, complémentaires, simultanés ou parfois séquentiels, mais il y a aussi la prévalence, c'est-à-dire que on en parle, hein, l'augmentation des pathologies on dit globalement psychologique, de l'état psychologique de nos adolescents, de la société française, mais globalement, à un moment donné, psychiatrique. Et on a le sentiment que la prévalence augmente. Donc déjà des coûts importants multipliés par un nombre important. Et c'est typique, par exemple, dans le cadre des troubles du spectre autistique. Ça s'est élargi de façon très très importante. Donc maintenant, il y a un suivi qui est beaucoup plus large de ces enfants.
Et donc, il y a des coûts qui sont beaucoup plus importants parce que la prévalence a augmenté. Mais lié à la qualité de la détection d'une certaine façon. Oui, oh, pardon. Vous n'avez pas appuyé sur le… Non, c'est en bas. Speak. En bas. Oui, au-delà des coûts que vous avez soulignés, il y a quand même effectivement des coûts d'arrêt maladie, puisqu'on sait que toutes les pathologies, alors psychiatriques ou assimilées, en tout cas problématiques de santé mentale, c'est la première cause d'arrêt maladie en France. Et donc, derrière, effectivement, de la prise en charge de la sécurité sociale. Donc, certes, il y a l'hôpital, certes, il y a effectivement la médecine de ville, mais il y a également aussi énormément de coûts induits sur des arrêts qui sont par nature, au regard des pathologies, souvent très longs, invalidant également aussi à terme. Oui, tout à fait. Oui, Ludovic Samanin, donc moi je suis professeur de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand et juste un commentaire pour donner peut-être aussi une tonalité positive à cette crise, c'est que la recherche en psychiatrie et d'une manière générale en neurosciences n'a jamais été aussi riche actuellement, Oui. avec, vous l'avez souligné, des trouvailles ou en tout cas des recherches en cours qui vont de la génétique au numérique, etc. Et par ailleurs, on a un manque de moyens, à la fois bâtimentaires et en termes de ressources humaines, qui font que toutes ces trouvailles sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Et donc, on a une espèce de paradoxe où, à la fois, on s'auto-stigmatise en quelque sorte dans la manière de délivrer les soins, et à la fois, on est en train de changer peut-être de paradigme futur pour prise en charge à venir de patients qui vont être très différentes. Donc peut-être, au-delà évidemment de la question des moyens financiers, il y aura aussi la question de notre capacité à nous adapter à ces nouveaux modèles. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, on a des difficultés à s'adapter à cette innovation. Et ça nous pose en pratique un vrai problème. Oui, je pense qu'il y a probablement des pistes à suivre pour avoir fait toute ma carrière dans la recherche médicale. Il y a souvent un manque de lien entre les services hospitaliers, les services de soins et les unités de recherche. Ça existe. Les unités de recherche sont équipées avec des équipements en dernier cri, des choses qui sont vraiment tout à fait utiles. Malheureusement, elles ne sont pas accessibles la plupart du temps aux services hospitaliers. Et moi, je trouve que c'est très dommage. Alors que j'ai vraiment travaillé dans un labo, on a tout développé pour que ça soit possible. Donc, il y avait la moitié du temps qui était consacré aux services hospitaliers, bien que ce soit un équipement de recherche très coûteux. Et c'est ça qu'il faut aussi arriver à développer. Cette partie recherche, elle peut se faire qu'en partenariat. Et il faut vraiment utiliser au mieux tous ces équipements qui sont des équipements qui n'existent pas partout. Est-ce qu'il y aurait éventuellement encore une question? Alors, on va remercier beaucoup Claude Delpuech pour ce panorama très important et utile en début de cette journée.